Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Alors continuons sur nos modèles d'univers. Au début du XXe siècle, Hubble utilisa le télescope du mont Wilson, un des plus gros à l'époque, pour observer les céphéides. Nous reparlerons de ce type d'objet. Pour mesurer les distances de plusieurs galaxies. À l'époque, la découverte des galaxies était récente et surtout très discutée. On ignorait si ce qu'on appelait l'univers, notre galaxie, et les galaxies observées étaient à l'intérieur de ce îlot ou plus éloignées. En mesurant ces distances, il confirma que les galaxies formaient réellement chacune des îlots d'étoiles. Malgré le nombre relativement restreint, et il mesura le redshift, le décalage vers le rouge, et malgré le nombre relativement restreint de mesures, et le fait que les galaxies étaient un petit peu proches, rappelons que ce que nous avons dit est vrai à grande échelle, là c'était à la limite, il a quand même pu constater cette relation linéaire entre redshift, et donc vitesse de récession, et la distance. Donc la fameuse relation V égale HD, nous avons donné. La constante qui porte, constante H qui porte maintenant son nom, et bien entendu, était encore très grossière. Il a fallu plus tard bien plus de mesures pour avoir maintenant une valeur fort précise. Hubble découvrit ainsi l'expansion de l'univers. Einstein, qui travaillait avec la relativité générale pour construire des modèles d'univers, a raté à ce moment-là une belle prédiction. Il fut victime d'un préjugé très ancien qui remonte pratiquement à l'Antiquité, où on imaginait l'univers comme statique, immobile, éternel. Les étoiles, les galaxies maintenant, étant là où elles sont depuis toujours. Et donc sans expansion. Ce préjugé dont il fut victime, puisqu'il imaginait que c'était le cas pour l'univers, après coup, Einstein le regretta amèrement. Lui qui prônait l'esprit ouvert et la volonté de remettre certaines choses en question pour avancer, comme il l'avait fait avec l'espace et le temps, en créant la relativité. Et il qualifia ça de la plus grande erreur de sa vie. Donc il a regretté amèrement cette erreur. Et donc, en établissant ces modèles d'univers, un tel univers statique ne marchait pas. Il ne trouvait pas de solution statique. Et donc, il a fini par modifier ces équations en ajoutant une constante dite cosmologique. On en reparlera. L'idée de cette constante cosmologique est en fin de compte extrêmement bonne. Donc on y reviendra. Une constante cosmologique afin d'obtenir une structure d'univers, un modèle d'univers statique. La découverte de Hubble fut un méchant coup porté à cette idée, ce qui a vraiment déçu Einstein, et en plus, le maître, qui est un des créateurs de ceux qui ont trouvé les métriques qui décrivent correctement l'univers, le fameux FWFL, le L c'est le maître. Le maître lui montra à Einstein que son modèle en plus était instable. La plus infime perturbation entraînerait soit une expansion, soit une contraction. Einstein aurait dû y penser, parce que déjà à l'époque de Newton avait déjà constaté cela. L'idée de cette instabilité était ancienne. Comme la gravité est toujours attractive, si un univers infini est rempli d'étoiles immobiles,
Euh, on ne parlait pas de galaxies à l'époque. À l'époque de Newton, on ne parlait que des étoiles. Les galaxies n'étaient pas connues. Et une des rares galaxies qui est visible à l'œil nu, la galaxie d'Andromède, était qualifiée de nébuleuse. On observait d'ailleurs d'autres nébuleuses, c'est-à-dire des petites zones plus ou moins floues, parce que remplies de gaz et des choses comme ça. Et donc on ne voyait pas les étoiles de la galaxie d'Andromède à l'œil nu, même avec un petit télescope. Le télescope comme on utilisait Newton. La galaxie d'Andromède est déjà trop loin, mais la galaxie dans son ensemble apparaît comme une petite tache. Donc on parlait des étoiles. Et donc on imaginait à l'époque un univers infini rempli d'étoiles immobiles. Mais Newton avait découvert la gravité, la théorie de la gravitation universelle. Et donc il avait constaté que le moindre écart, donc si on a des étoiles qui sont disposées comme ça, à un moment donné, le moindre écart va forcément rapprocher ou éloigner deux des étoiles. Et comme la gravité est toujours attractive, si elle se rapproche, ça va augmenter la gravité qui les attire. Et donc ça va amplifier encore le rapprochement. De même, si elle s'éloigne, la gravité va devenir plus faible et donc elle va encore s'éloigner plus fort. Et donc c'est instable. Sous la moindre petite perturbation, ces étoiles finissent par fuir ou s'effondrer les unes sur les autres. Un tel équilibre statique des étoiles est pratiquement miraculeux. Et Newton qualifia ça de doigt de Dieu, ajustant les positions pour que ça reste stable. Alors, et donc, cette idée était fausse. Évidemment, on ne parle pas du doigt de Dieu, mais de cet univers statique. L'univers est en expansion. Elle n'a pas de problème de stabilité. Alors, puisque l'univers est en expansion, ça veut dire que dans le passé, les galaxies devaient être plus proches les unes des autres. Et en remontant encore dans le temps, on aboutit à une période où tout le gaz était comprimé et très chaud. On a alors le scénario suivant du début de l'univers. Je ne vais en donner que les grandes lignes. Au tout début, on va avoir un univers beaucoup plus petit. Alors, soyons précis. Je parle là de l'univers observable. L'univers qu'on peut voir, dont j'en ai parlé, c'est cet univers-là qui était beaucoup plus petit. Parce que si l'univers complet est infini, alors il l'a toujours été. Il était plus comprimé, mais toujours infini. Donc, on parle là de l'univers actuel observable. Il était tout petit, tout comprimé. Et donc très dense et très chaud. Ce gaz était constitué de photons, d'électrons, de positrons, de quarks. Les quarks, c'est les constituants des protons et des neutrons, et même aussi de neutrinos, etc. Et se heurtant constamment et violemment avec un équilibre dynamique de destruction, de création de ces particules. On parle de l'époque de la soupe de quarks. À noter qu'on sait la reproduire en laboratoire, en faisant se heurter des noyaux d'atomes relativement lourds, avec une énorme énergie. Pendant une infime fraction de seconde, il se produit un état de soupe de quarks qu'on a pu étudier attentivement. Ensuite, l'univers étant en expansion, l'univers s'est refroidi. C'est une loi de la thermodynamique d'ailleurs. Un gaz comprimé s'échauffe et un gaz dilaté se refroidit. Vous pouvez faire l'expérience facilement, avec une pompe à vélo. Quand le piston est totalement étiré, vous bouchez le trou avec le doigt, vous appuyez sur le piston et vous sentez sur votre pouce, vous sentez que l'air à l'intérieur devient
fort chaud, même brûlant. Comme la température a chuté et la densité aussi, puisqu'il est en expansion, les collisions ont diminué jusqu'à ce que les quarks puissent enfin s'assembler, sans être pulvérisés par des collisions, puissent s'assembler pour former des protons et des neutrons, à peu près en quantité égale. On est là encore à un âge de l'univers de seulement quelques secondes. L'univers n'est vieux que de quelques secondes à ce moment-là. Alors pendant environ 3 minutes, les 3 minutes qui vont suivre, ces protons et ces neutrons n'ont pas pu s'assembler pour former des noyaux. Toujours à cause de ces collisions qui, cette fois-là, n'empêchaient plus les protons et neutrons d'exister, mais les empêchaient de s'assembler, parce que tout de suite ils étaient heurtés et boum, automatiquement séparés. Donc les collisions étaient encore trop fortes. Mais après 3 minutes, l'expansion et le refroidissement fut suffisant pour que se forment des noyaux. Alors le neutron est une particule instable, un neutron libre, parce que un neutron libre se désintègre en environ 20 minutes, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus. 20 minutes de moyenne, hein, ici on parle de 3 minutes, donc une partie seulement des neutrons va se désintégrer. C'est un phénomène aléatoire, comme souvent en mécanique quantique. Et il se désintègre pour donner un proton, plus un électron et un neutrino, en fait un antineutrino. Le nombre de neutrons avait ainsi diminué. Alors la plupart des neutrons restants ont formé de l'hélium, qui est formé de 2 neutrons, 2 protons. Le noyau de l'hélium est formé de 2 neutrons et de 2 protons. Cela représente environ un quart de la masse de particules qui étaient présentes. Les protons restants sont restés isolés. Et un noyau composé d'un seul proton, c'est l'hydrogène, qui représentait donc les 3 quarts de la masse. À côté de ça, se sont formés également un petit peu de deutérium, N plus P. Alors on peut se demander, tiens, pourquoi ce noyau-là, plus simple que celui-là, pourquoi ne s'est pas-t-il formé de manière préférentielle? Eh bien c'est simplement parce que le deutérium est un noyau assez fragile. Des collisions pas très violentes suffisent à le briser. Et donc, l'hélium s'est formé plus vite que le deutérium, qu'il est donc fabriqué qu'en petite quantité. De même, se sont formés un petit peu de lithium, de beryllium, qui sont des noyaux plus lourds. Voilà, et nous continuerons la suite de ce scénario dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.